Ok, merci à vous d'être connectés ce midi pour cette 18e édition de Café Maker. Les Café Makers, c'est de la rencontre de personnes avant tout, de la rencontre de projets, de la rencontre de makers. Et aujourd'hui, on va parler de surf. Donc, on a un projet sur le sport qui va être passionnant. Et c'est Guillaume qui est à l'ICAM, étudiant aujourd'hui, qui travaille sur de l'éco-conception autour du surf. Et du coup, je lui laisse la parole et merci à lui pour son accueil et sa présentation. Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, avec Paul, on porte tous les deux le projet Polysurf qu'on va vous présenter. Donc, dans un premier temps, on aimerait bien juste vous présenter un peu le projet très rapidement et après plus partir sur la partie justement technique du projet. Donc là, on va mettre une présentation et après, on pourra vous montrer un peu les différentes caractéristiques de la planche qu'on a directement là, quelques pièces pour que ça soit un peu plus parlant. Alors, du coup, voilà, Polysurf, un surf plus vert pour une eau plus claire. Donc voilà l'essence même du projet. Pourquoi on a été sur ce projet aujourd'hui? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte d'un constat. Je ne sais pas si vous voyez les planches de surf pour débutants, les grosses planches en mousse qu'on voit l'été sur nos plages, sur lesquelles on apprend à surfer. Et ben en fait, c'est un désastre environnemental, ces planches. Parce que en fait, c'est un bloc de pétrole importé de l'autre bout du monde, non recyclé en fin de vie et avec une durée de vie moyenne de 2 ans. Et donc, clairement, après ces 2 ans, ils n'en font rien. Et donc, pour l'environnement, c'est pas très cool. Et donc, nous, en fait, on a pour objectif, justement, avec Paul, de fabriquer des planches pour débutants, nouvelle génération, c'est-à-dire éco-responsables et produites localement. On entend par éco-responsabilité un produit, en fait, plus durable et fait localement. Donc, c'est un peu notre définition à nous de l'éco-responsabilité. En tout cas, c'est sur ces aspects qu'on va travailler. Du coup, pour avoir un peu une vision du marché, environ 2 millions de planches en mousse qui sont vendues chaque année dans le monde. C'est un marché qui est en pleine croissance. En fait, malgré tout ça, il n'y a toujours qu'une seule et unique manière de produire ces planches. Donc, la manière Guillaume vient de vous parler juste avant. Et du coup, en fait, il y a à peu près 75% de ces planches qui sont destinées aux écoles de surf et aux surf shops. Et le problème, c'est que ces principaux clients, ces écoles de surf et ces surf shops, ils rencontrent pas mal de problèmes sur ce produit. Donc, premièrement, ils ont un approvisionnement qui est de plus en plus compliqué, surtout depuis la crise du Covid, avec jusqu'à 8 mois de délai pour s'approvisionner sur les planches de surf. Et parfois, et même assez régulièrement, il y a des retards. Et donc, en fait, il y a des planches qui peuvent arriver après la saison, qui peuvent arriver en septembre. Et donc là, c'est toute une saison qui est perdue pour ces écoles. Plus de ça, il y a une rentabilité qui est limitée. Forcément, les planches ont une durée de vie d'en moyenne 2 ans. Donc, ça limite grandement la rentabilité. Et en plus de ça, il y a les prix qui sont en train d'augmenter. Le coût à l'importation, le prix des matières premières. Donc, tout ça fait baisser la rentabilité des planches. Et finalement, il y a une différenciation qui est très compliquée. Pourquoi? Parce que, comme on l'a expliqué, toutes les planches sont faites pareil. Et donc, du coup, toutes les écoles de surf, tous les surf shops vont proposer à peu près les mêmes planches en mousse. Et donc, nous, notre objectif avec Polysurf, c'est du coup de faire une planche qui réponde à la fois aux besoins des écoles de surf, mais aussi aux enjeux environnementaux. Et donc, du coup, on veut une planche qui soit produite localement, qui soit durable. Et donc, cette planche qui est produite localement et durable, forcément, elle est plus éco-responsable. Et donc, ça va permettre de jouer sur le point notamment de la différenciation. Et donc, du coup, avec ces deux aspects, production locale et durabilité, on répondra bien à tous nos problèmes. Donc voilà, en quoi notre planche, justement, elle va se différencier des autres et elle répondra à nos objectifs. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les planches de surf, pour débutants, c'est un gros bloc de polystyrène à l'intérieur, avec 2 petites strates en bois pour gagner en rigidité, et une petite plaque de polyéthylène en dessous pour garantir une bonne glisse, et une mousse pour avoir l'aspect sécuritaire des planches de surf pour débutants. Et en fait, le problème de ces planches, c'est qu'elles prennent l'eau à 98%. Enfin, 90% du problème de ces planches, c'est qu'elles prennent l'eau. Et donc, dès qu'elles prennent l'eau, elles sont difficilement réparables, elles sont beaucoup plus lourdes. Et donc, c'est une perte, pour l'utilisateur, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et donc, du coup, pour notre école de surf, c'est une perte forcément économique également. Et donc, nous, en fait, pour répondre justement à ce problème, on veut justement revoir le process de fabrication en faisant un espèce de pain, donc remplaçant ce pain en polystyrène par un pain beaucoup plus waterproof, donc imperméable. Donc en fait, ce pain serait composé d'un squelette en bois, donc c'est ce qu'on peut voir sur la présentation, la partie marron, squelette en bois, qui serait un squelette en polomnia, c'est un bois en fait qui est imputrescible, donc qui résiste à l'eau et qui répond à toutes les caractéristiques nécessaires pour fabriquer une planche de surf.
Ensuite, autour, pour vraiment consolider, avoir l'aspect très solide de cette planche, on vient mettre un rail imprimé en 3D, donc en filet de pêche recyclé, c'est ce qu'on aimerait bien en tout cas. Ensuite, on vient mettre en dessous et au-dessus 2 plaques de polyéthylène d'épaisseurs différentes pour vraiment avoir l'aspect vraiment uniforme du pain et vraiment avoir aussi l'aspect d'une bonne glisse sur la planche de surf. Puis comme une planche classique, on vient recouvrir le tout de mousse polyéthylène pour vraiment avoir l'aspect sécuritaire de ces planches. Donc en fait, on évite 98% des planches, des problèmes de ces planches parce que on a un pain beaucoup plus solide. Du coup, pour nous présenter rapidement, donc on est 2 sur le projet. On est tous les 2 surfeurs passionnés depuis pas mal d'années et tous les 2 assez dynamiques et engagés. Et du coup, moi, je suis en 5e année à l'ITEM. C'est une école moitié ingé, moitié commerce. Donc, je vais m'occuper de la partie beaucoup plus commerciale, le financement, le côté RH. Et Guillaume en 5e année à l'ICAM, qui est une école d'ingé un peu plus technique. Du coup, va s'occuper à la fois de la partie R&D, de la partie production, et il s'occupe aussi de toute la communication autour du projet. Où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, on a fait un premier prototype échelle réduite et la fin 2022, on a finalisé, comme vous voyez au centre de l'écran, notre premier prototype réel. On l'a surfé fin décembre. Et du coup, là, notre but, c'est à partir de ce proto, faire 10 planches qu'on puisse laisser dans des écoles de surf pour l'été, pour les mettre en test, avoir des feedbacks et ensuite, du coup, pouvoir se lancer l'année prochaine dans une première série, dans une première production et faire nos premières ventes pour l'été 2024. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie prototypage. Donc c'est la partie la plus intéressante, on va dire, pour la communauté maker. Donc voilà comment on a fait cette planche, quelles sont les difficultés qu'on a apportées. Si vous avez des questions ou même des conseils à nous donner, on est carrément preneur. Moi, j'ai une question, c'est plus par rapport, en fait, là, vous êtes 2 écoles différentes, donc c'est pas un projet d'école, hein, c'est un projet perso pour vous, c'est ça? Ou Exactement, ouais, c'est vraiment un projet passion, on va dire carrément, c'est vraiment qu'on est tous les 2 passionnés par le surf et on aimerait bien vraiment avoir un impact à notre échelle. C'est un projet d'entrepreneuriat, parce que vous parlez après de production. Là, vous allez être en solo, trouver des budgets pour créer cette production. Exactement, c'est ça. On a déjà fait quelques concours qu'on a pu remporter. On a eu des premiers financements qui ont permis de financer nos prototypes, etc. quoi. OK. Mais on a la chance du coup d'être encore en école et donc là, en fait, on est en dernière année, tous les 2. Et donc, normalement, diplômé en septembre. Mais du coup, on a la chance d'être encore en école et d'avoir l'école qui nous suit un petit peu sur ça, quoi. Qui nous laisse du temps pour développer ça. Voilà. Donc, du coup, la première étape, je reprends au niveau de la conception du premier prototype, donc le prototype à échelle 1, donc, qui était fonctionnel. Donc, en fait, dans un premier temps, on a le CAO là, sur le screenshot qu'on peut voir. On a 3 grosses parties principales sur la planche. Donc, on a le squelette qui est composé justement de stringers. Donc, c'est les longues parties horizontales. On est venu justement, elle, découper à la jet d'eau, parce que le bois un peu tressible le permettait et qu'elle était aussi capacitaire, parce que les découpes laser, on n'avait pas de découpes laser capacitaires pour faire ces pièces-là. Et ensuite, on a les strates qui venaient de manière horizontale pour vraiment faire comme un squelette, comme on peut voir sur la petite photo du squelette à échelle réduite, en fait. Donc, ça donnait ça. Donc, on a découpé ça à l'HD au laser. Et autour, on a forcément le gros rail en impression 3D qu'on verra un peu plus tard. Donc, et après, en termes de réalisation, peut-être que vous allez en parler après. C'est pas à l'école, hein, c'est au Tech Shop, si je crois bien. Exactement, c'est ça. On a eu de la chance que, en gros, grâce au réseau Pépite Entrepreneurs Hauts-de-France, on a pu avoir des accès au Tech Shop gratuits. Et là, on en a toujours encore grâce aux incubateurs sur lesquels on est à Euratechnologie à Lille. On peut avoir accès à ces infrastructures de manière gratuite. Et donc, c'est grâce à ça qu'on peut continuer à avancer dans notre projet, quoi. Sinon, ce serait très, très compliqué. Je veux dire qu'on a fait 95% au Tech Shop et après, on a utilisé un peu, notamment Centrale Lille, qui avait une machine capacitaire pour faire de la découpe de plus de 2 mètres, de 2 mètres 50. Donc, qu'on a utilisé donc la découpe jet d'eau. Mais sinon, la grosse majorité de Tech Shop. Donc voilà le premier, la planche, le prototype avec toutes les parties en bois découpées. Donc, du coup, ça donnait ça. On s'est rendu compte de pas mal de petits problèmes, surtout au niveau du bois qui travaillait pas mal.
on l'a assemblé, en fait, on s'est rendu compte qu'il était énormément contraint. C'est des choses qu'on n'avait pas trop vues sur SolidWorks. Et donc, toujours le passage du modèle SAO à la vérité, c'est là qu'on voit toutes les surprises. Donc, on a cassé un peu quelques pièces. Mais bon, ça s'est pas trop mal déroulé, on va dire, pour cette partie-là. Et ensuite, maintenant, on va passer plus à la partie, du coup, réalisation, enfin, à la partie du rail. Hop là. Et du coup, au niveau du rail à gauche, donc là, on était sur l'impression des rails. On avait découpé en 16 parties. On peut voir sur la deuxième photo. On a justement le rail en plusieurs parties. Et donc là, on venait incruster. On avait des encoches directement qu'on avait prévues dans le rail pour venir incruster chaque strate dans chaque encoche. Donc, c'était bien prédéfini, c'était numéroté. Donc là aussi, on a fait pas mal de casse parce que c'était encore plus contraint forcément. Et ensuite, on est venu coller le rail avec une espèce de colle qu'on faisait à partir de déchets d'impression 3D, de rebut. Et au final, voilà ce que ça a donné. Donc voilà, tout en haut à droite, on peut voir la photo de la planche, du squelette et de l'assemblage avec le rail. Donc là, on avait déjà quasiment notre corps déjà fait. Et là, on se sentait déjà une bonne rigidité de la planche, contrairement à une planche classique, quoi. Au niveau du milieu, on était quand même pas mal sur quelque chose d'assez solide. On peut voir sur ta tête que c'est pas simple à mettre. Ouais, il y a eu quelques, forcément, à cause de l'impression 3D, on avait quelques petits défauts, quoi. Et là, pour l'instant, tout à l'heure, tu disais que votre donc rail… voilà, ensuite, on passe à la quatrième étape, la Guillaume pose des plaques de polyéthylène. Donc là, c'était vraiment c'était marrant. On a bien galéré parce qu'en fait, du coup, ces plaques, en fait, on s'est dit, tiens, on va les chauffer au décapeur thermique, on va pouvoir les moduler un peu comme on veut pour venir vraiment épouser les côtés arrondis de la planche sur les rails. Et en fait, c'était une catastrophe parce que vu que c'était pas uniforme, du coup, ça venait onduler dans tous les sens. Et donc, j'ai fait une petite erreur. Enfin, on a fait une petite erreur sur la plaque du dessus où c'était pas mal ondulé. Assez compliqué, quoi. Mais au final, on s'est réjoui d'avoir pas mal de colle néoprène sur la planche. Et donc, on a commencé à coller comme ça avec énormément de serre-joints en prenant son temps. C'était super, super long. Et donc, on est venu plaquer tout ça. Donc, comme vous pouvez voir sur la deuxième photo, en gros, ça donnait ça sur la planche. On a une plaque au-dessus, une plaque en dessous, et on venait tout coller. Et ensuite, avec un espèce de petit fer à souder, une espèce de pale, on venait chauffer les bords de la plaque de polyéthylène pour qu'elle vienne vraiment épouser le rail en impression 3D et qu'on n'ait pas des formes coupantes tout au long du rail. Guillaume. Donc voilà pour la quatrième étape. Ensuite, allô sur la Guillaume, cinquième étape, c'était la dernière étape, enfin non, l'avant-dernière étape, pardon, la pose de la mousse. Ne m'entend pas. Donc là aussi, pareil, une grosse galère. On a toujours vu les planches de mousse avec une mousse dessus impeccable, posée de manière vachement uniforme en one shot. Nous, forcément, on n'a pas de machine de thermoformage et on n'avait pas les moyens de s'en acheter. Donc, on a fait pareil, des capeurs thermiques. On venait vraiment détendre la mousse de manière locale. De toute façon, il était à deux pour le faire, sinon c'était impossible. Pendant qu'il y en a un qui tirait la mousse avec le décapeur, l'autre venait vraiment appliquer la colle pour pouvoir la plaquer et ensuite la mettre avec des serre-joints. Donc pareil, c'était un enfer très long, à faire de manière locale, on va dire. Donc assez compliqué, mais au final, on a eu un résultat qui n'était pas non plus extrêmement propre. Ce n'est pas une planche qu'on va donner dans des écoles de surf, mais en tout cas, pour nous, surfer, ça tenait la route, on va dire. Donc, assez compliqué, mais on a réussi à se débrouiller. Après, du coup, on a pas mal appris sur les choses, comment faire. On aurait peut-être un peu plus dû attendre, plus chauffer. Surtout au niveau des arrondis, c'était compliqué. On a eu quelques plis, nous, et au final, on s'est rendu compte avec une autre équipe qu'on pouvait justement le faire de manière sans avoir de plis, quoi. Et donc, la fameuse dernière étape, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qu'on s'en est rendu compte au dernier moment, c'est la pose des ailerons, parce que forcément, une planche de surf, sans ailerons, c'est compliqué à diriger, quoi. Et donc, du coup, en fait, au dernier moment, on a dû faire enlever… on a enlevé au couteau à bois, justement, sur les strates de bois, parce qu'on devait installer les plugs. C'était assez compliqué. Donc, au couteau à bois, on est venu découper le squelette à l'intérieur, à travers les trous qu'on avait fait… il me semble qu'on les a fait à la scie, non ? Je ne sais plus comment on les a fait, les trous. Et c'était assez compliqué, ça. Donc, un peu, on va dire, c'était la méthode Z, on va dire. C'était pas du tout prévu, donc petite erreur de notre part. Et donc, ensuite, ça s'est bien fait. Et pour faire la jointure, pour pas que l'eau passe dans le squelette, on a dû mettre pas mal de colle, pareil. Il y avait une colle que j'utilisais pour la réparation des planches de surf en mousse. Donc, on utilisait ça pour vraiment combler les trous. Donc, en fait, c'était pas prévu, mais on s'est dit que ça allait être plus simple et qu'on verrait ça à la fin. Et en fait, ça s'avérait beaucoup plus compliqué que prévu de poser ces plugs.
Et donc, du coup, bah, là, c'est cool, c'est que sur le prochain proto, au moins, on va prévoir ça dans le CAO, quoi. Guillaume, Donc, est-ce que tu du coup, m'entends? on a un peu un petit peu un benchmark des erreurs à Guillaume, est-ce que tu éviter, m'entends? un gros rétexte de la planche au niveau du prototypage. Non, il ne m'entend pas. Expérience. Et là, en fait, en ce moment, on est sur un nouveau prototype qui serait potentiellement industrialisable. Donc, on a tenté des nouvelles choses. Par exemple, en fait, le squelette le squelette déjà reste le même. Par contre, enfin, forcément, on va venir adapter le squelette pour mettre des plugs d'aileron et des plugs de leash aussi. Ensuite, on va remplacer l'impression 3D par des rails en bois directement. On montrera sur une autre photo après qu'on a justement réussi à vraiment courber le bois sans être trop contraint. Et on vient mettre aussi à la place des plaques de polyéthylène, on va essayer des plaques de bois. On va voir si ça se fait ou pas. On a entendu parler avec des ébénistes que c'était compliqué de le faire parce que le bois travaille beaucoup sur des grosses largeurs. Donc peut-être retourner sur des plaques de polyéthylène. Justement, on va tester ça assez rapidement là pour pouvoir au moins en avoir 3 planches prêtes dès cet été. Donc voilà les gros changements sur notre planche. Et donc voilà ces différents tests qu'on a fait. Donc là, on a les plaques de bois au-dessus, en dessous. En fait, on a fait une espèce de coupe de la planche. Donc c'est une partie, on va dire, de la planche où on vient curver et poser, faire une espèce de caisson pour tester l'étanchéité de notre idée, on va dire. Donc voilà sur à peu près le prototypage où on en est et ce qu'on a pu faire et ce qu'on a pu tester et comment on l'a fait. Voilà. Tac. Donc là, du coup, le but, c'est de passer de ce test à une planche, à la première planche taille réelle, du coup, avec le nouveau process. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, on peut même vous montrer. J'ai pris des. Est-ce que vous nous entendez là maintenant? Parce que vous ne nous entendiez pas tout à l'heure. 1, 2, 1, 2. La vidéo pour déjà. Allô? Ouais. Est-ce que vous nous entendez? Oui, mais forcément, okay. On avait coupé le son parce qu'il y avait du son sur la vidéo, mais en fait, on devait pas. Ah, c'est pour ça, en fait. Ben voilà, en fait, il y a eu des questions entre-temps, mais du coup, vous nous désolé. entendez pas. C'est pas grave. Yvan, tu as une question, du coup? Ouais, merci les gars pour la présentation de votre taf. Moi, je suis designer sur les planches de surf chez Decathlon. Okay. Du coup, la question de comment rendre une planche plus éco, on se la pose depuis pas mal de temps. J'imagine. Moi, la question est arrivée quand vous avez parlé de votre première construction avec le HDPE et le PE. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en termes d'impact écologique, le HDPE, c'est ce qu'il y a de pire sur la planche. Et après, c'est l'OPS qui vient en deuxième. Donc, et l'assemblage vient en troisième, du coup. Donc, votre solution à la fin, donc j'ai vu sur le dernier truc d'enlever le HDPE, et de faire une production locale, c'est ce qui permet du coup de réduire drastiquement l'impact environnemental d'une planche. Donc ça, c'est top. Ensuite, je me posais la question, vous avez utilisé de l'EVA, pourquoi pas du liège? Là, pour le coup, vous êtes sur du coup une planche qui va être 100% issue de matière naturelle avec une structure bois et plus le liège. Après, le bois, on sait que potentiellement, ça pèse lourd. Nous, on avait réfléchi potentiellement à faire un squelette qui est en carton et amener la rigidité avec le plaquage bois dessus. Donc, à tester. Ouais, on y a pensé aussi, ouais. Bon, cool. Et après, du coup, il y a aussi un autre truc, c'est que si vous partiez sur ce cerclage-là, en tout cas ce squelette qui est en bois, on va perdre un peu les propriétés de soft qui sont attendues pour une planche de débutant, justement. Donc, en fait, à toute la partie rail, nous, on se pose des questions aussi à quelle matière utiliser pour justement que ça soit soft. Potentiellement, il y a du mycélium qui existe, qui est une mousse, alors du coup, qui est un peu rigide quand elle est chauffée, mais en tout cas, qui pourrait être un peu plus absorbante que du bois. Et après, pour votre contrainte, pour avoir une planche de surf full bois fermée, il y a plein de shapers dans le Pays Basque qui font ça déjà. Je peux vous envoyer des liens si vous voulez les contacter pour qu'ils vous aident dans la finition de vos planches. Ils font des trucs trop beaux en bois et les planches sont full bois. Il n'y a plus de strates, il n'y a plus de résine. Blow un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Blow. Et ils mettent de la résine pour pouvoir étanchéifier les planches. Ouais. Il y a une boîte aussi qui est en train de développer des composites à base de résine de pin aussi qui peut être intéressante à creuser. Okay. Enfin, voilà. Nous, voilà pour le partage. Ou la résine époxy? Eh ben, c'est plus la résine époxy, c'est la résine vraiment à base de pain, de sel. Ça remplace la résine époxy aussi. Ouais. Ok. Parce que le dernier truc, c'est que du coup, la rigidité et les caractéristiques de la planche, comment on gère ça, quoi. Enfin, bon, après, le squelette, les planches full bois, ça existe, ça sort bien.
mais ça coûte cher, c'est ça le truc. Ouais, c'est clair. Et en termes de réparabilité aussi, c'est compliqué. Si le squelette il pète, bon, comment ça se passe? Là où sur un pain de mousse, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un trou, bah, on peut vite le refaire avec du micro-ballon et reshaper la planche derrière. Ok, Voilà, remarque rapide Trop cool, merci. pour vous aider. et on a vu qu'il y avait il y a 2 boîtes là qui venaient de lancer de leur gamme Made in France. Ouais, il y a Sur les- Zeus, ils ont réussi à sortir un truc pour cet été. Ouais. Il y a Zeus et Squid, ouais. Zeus, il faut se méfier un peu de leur communication. Il y a souvent, en fait, dans le surf, il y a quand même beaucoup de greenwashing. Ouais. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ce que les marques disent et ce qui est réellement éco-conçu, quoi. Et je crois qu'en plus, ils ont eu des problèmes avec l'EVA de Toxico et tout, parce que j'ai des amis qui ont des écoles de surf et qui ont utilisé leur planche et il y a eu des brûlures. Enfin, c'est Ouais, ça, Ouais, j'ai- on a eu ça vu, des ouais. échos ici comme ça. Ouais. à 100% top. Mais en tout cas, bon, là, il y a des démarches qui sont faites, mais l'univers de l'industrie du surf a grandement besoin de ce genre d'initiative. Trop cool. Et j'ai une petite question par rapport au liège, justement. On s'est dit que le liège, pour le coup, sur une planche débutant, ça restait un peu trop rigide. Je sais pas, j'imagine que vous êtes déjà posé la question aussi. Rigide, tu veux dire trop dur? Ça absorbait pas assez les chocs, quoi. Ouais, l'impact. Ouais. Bah, c'est pour ça que en fait, c'est surtout les rails en fait qui doivent être soft. Après, le pont en soi, c'est pas très grave. Tu prends jamais trop le pont. En fait, c'est le rail surtout. S'il arrive dans ta tête, tu peux avoir des ouvertures ouais, tu peux t'ouvrir la tête. Ouais. Et donc, du coup, en fait, juste travailler cette partie de rail qui est soft et après le pont en liège en soi, c'est pas très grave. Ok, donc peut-être garder le rail en PE, enfin en mousse PE ou VA potentiellement et mettre le pont en liège. Ouais, alors le top, Ça ça va. serait de rester dans 100% de matière naturelle et Ouais, ne serait-ce que pour avoir une bonne adhésion aussi, parce qu'avec du PE, du coup, ça veut dire potentiellement utiliser du colle. Enfin, ça se creuse. Hein. Après, le but, c'est de trouver un comment remplacer le PE, quoi. Mais j'imagine que c'est la grosse question. Merci en tout cas. Avec En plaisir. tout cas, c'est cool. Il y a Jean-Philippe qui a aussi une question. Oui, juste par rapport, super, félicitations pour le boulot et l'acharnement mis et le côté maker qu'on a bien vu dans la présentation. Sur ce que vous imprimez en 3D actuellement, vous l'avez imprimé parce que vous mettiez avec du filet de pêche recyclé. Donc, actuellement, vous avez utilisé un autre composant, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, on a du PLA en fait, c'est exactement ça qu'on utilisait en attendant. Parce que en fait, on avait du filet de pêche recyclé, mais on s'est rapidement rendu compte que c'est vraiment extrêmement cher de transformer le filet de pêche de granulé en filament. Donc pour le prototype, en tout cas, on était passé sur justement du PLA. Avec... Ouais. Ben oui, du plastique recyclé dans l'impression 3D, c'est peut-être pas si évident que ça, parce qu'en termes d'impureté, en termes de et du coup, vous avez du coup essayé avec là c'est du PLA parce que c'est écologiquement parlant, vous estimez que c'est mieux parce que c'est fait par des habitants de BX, parce qu'il y a aussi du PLA souple. Vous n'avez pas essayé de voir si c'était possible pour justement avoir quelque chose qui soit peut-être moins agressif en quelque sorte. On parlait des barres, des bords qui devaient être un petit peu. Parce que là, je suppose que vous avez du PLA standard rigide. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et c'est quoi le principe du PLA souple? Ah ben, il y a certains. Alors, j'ai jamais utilisé de PLA souple, mais j'ai l'impression. Enfin, moi, j'ai pu voir que ça commençait à arriver, mais sinon, du filament souple, ça existe. Donc, après, il y a différentes souplesses possibles, mais ça peut permettre. Après, il faut travailler, je pense aussi, sur la structure. Alors, je ne sais pas combien vous l'avez rempli et quel type de remplissage vous avez fait au niveau de votre impression PLA. Pour avoir une certaine rigidité, je ne sais pas combien vous êtes en pourcentage et ce que vous avez choisi comme motif de remplissage. On est sur 20, on est sur du 20% et en motif, je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est le classique. C'est pas hexagonal, je me demande si c'est pas triangulaire. Il y a quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est juste que certains, alors sur du rigide, ça va pas être le cas, mais sur du filament souple, vous pouvez aussi jouer sur les propriétés d'absorption de choc en fonction aussi de la structure que vous avez choisi à l'intérieur. Il y a des structures, nid d'abeille ou des choses comme ça, qui peut-être peuvent permettre, nid d'abeille 3D, etc., qui peuvent permettre aussi d'apporter des choses. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu
un peu la colonne vertébrale. Enfin, c'est un point qui est important, ce cerclage autour. Et c'est une très bonne idée de le faire en impression 3D. Mais peut-être c'est l'occasion justement d'utiliser les capacités de l'impression 3D que ne pourrait pas remplir un moulage ou de l'injection plastique, quoi. Ouais, mais c'est pour ça en tout cas, on l'a fait en impression 3D sur le proto parce que c'était beaucoup plus simple. Le problème après, c'est que forcément, c'est long et ça coûte cher. Donc, sur de la grande production, on s'est rendu compte que c'était compliqué et qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de moyen de remplacer cette impression 3D et d'avoir ce remplissage à 20%, du coup, qui permettait une densité assez faible. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de modifier et de repasser sur du bois, quoi. Canon. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je crois que non, c'est bon. En tout cas, canon comme projet. Merci pour cette présentation, hein. Franchement, c'est cool de voir qu'il y a justement des engagés, des jeunes engagés qui produisent pas mal de choses. Donc ça, c'est cool. Bravo à vous en tout cas. Merci Yvan pour les liens aussi. Ouais. On connaît Cacher au fond que, enfin, je sais pas si tu connaissais Guillaume. Ils sont à Biscarrosse. Ok, cool. Donc